Voilà, je vais donc traiter à nouveau du mouvement circulaire uniforme, toujours de la cinématique dans l'espace, mais cette fois-ci je vais parler de l'accélération. Accélération, ce qui va faire que je vais passer d'une géométrie relativement descriptive, où je manipulais des vecteurs dans la partie où je parlais uniquement des vitesses, à quelque chose d'un peu plus subtil, où on va mélanger les vecteurs et un nouvel objet mathématique, la dérivée. Alors, c'est un peu ronflant d'appeler ça l'analyse vectorielle, mais enfin, c'est le b à bas de l'analyse vectorielle qu'on va commencer ici. Comme à l'habitude, je donnerai un peu de contexte, en faisant surtout des rappels sur la vidéo précédente du MCU. Et puis je parlerai beaucoup plus des accélérations, je reviendrai sur les vecteurs, j'insisterai sur le vecteur accélération, et c'est là qu'on va commencer à avoir vraiment des choses nouvelles. Je vais reparler des équations du mouvement qui ont été traitées dans des mouvements rectilignes, mais en l'étendant cette fois-ci à des mouvements dans l'espace. Donc je parlerai de la position de la vitesse et de l'accélération, à la fois en parlant de dérivées, ou en tout cas d'un delta t qui tend vers 0, et en regardant ce que ça a comme conséquence, et de vecteurs. Donc je suis en train de parler de cinématique, de MCU, je vais reparler de vitesse instantanée, de vitesse angulaire. Les concepts ne sont pas abandonnés parce qu'on les a vus la fois passée, que du contraire. Accélération, et surtout accélération centripète, on verra ce que veut dire ce mot. Alors pas mal de maths dans cette vidéo, beaucoup plus que précédemment. Aussi bien pour les vecteurs et leurs composantes qu'avec des dérivés. Donc voilà, un MCU, on sait que c'est un objet, le gros point bleu, là c'est un mobile ponctuel, je m'occupe uniquement de ce qui se passe à son centre de masse qui se balade là, sur cette circonférence, à une distance constante du centre, donc il y a un rayon R entre cet objet et le centre, et il tourne de manière régulière. Donc si je mesure le temps pour faire un tour, c'est toujours le même. Si je regarde un petit morceau d'arc et que je mesure la longueur correspondant à ce morceau d'arc ou l'angle correspondant à ce morceau d'arc, je vais regarder n'importe où ailleurs sur la circonférence, un même morceau d'arc de même longueur, un même angle va être parcouru ou balayé en une même durée. On avait précédemment déterminé des formules. La vitesse, c'était ce delta S sur delta T, et en prenant le cas particulier d'une circonférence, c'était 2 pi r sur grand T qui était la période, je vous le rappelle. Le vecteur vitesse instantané est tangent à la trajectoire, et dans le cas du MCU, ça veut dire que le vecteur vitesse est perpendiculaire au rayon. On avait défini une vitesse angulaire, 2 pi sur grand T, je redirai un tout petit mot en plus là-dessus, plus loin. Et en combinant les deux expressions, on avait vu que la vitesse pouvait s'écrire comme oméga, la vitesse angulaire, fois le rayon. Petit v est égal à oméga r. Voilà, ça c'était ce qu'on connaissait. Et ça peut se résumer dans la petite animation qui est là. Donc voilà, j'ai un vecteur position, la flèche verte, qui part du centre. Je n'ai pas voulu alourdir le dessin, mais j'ai un système d'axes là, et le centre de mon cercle, c'est l'origine du système. Et un vecteur vitesse représenté par la flèche bleue qui est bien perpendiculaire au rayon. Et donc j'ai un objet là qui est en train de tourner gentiment autour de ce centre. Ok, passons à quelque chose de nouveau. Imaginons que j'ai pris deux photos à deux positions pas trop écartées, P1 et P2, de mon mobile. Un vecteur vitesse V1, un vecteur vitesse V2. La longueur c'est oméga fois R. Ok, bon,
l'échelle ici est arbitraire. J'ai donc deux vecteurs de même longueur, mais forcément d'orientation différente. Si je veux maintenant déterminer un vecteur accélération, on sait que l'accélération, c'est la variation de vitesse sur la durée nécessaire pour l'accomplir, et idéalement avec une accélération instantanée en prenant un delta t petit. Je ne peux pas le prendre trop petit parce que alors je vais avoir des points P1 et P2 infiniment proches, des vecteurs V1 et V2 presque identiques, juste un tout petit peu différents. Je vais vraiment jouer sur des choses microscopiques. Donc j'ai pris ici un angle qui doit faire 20-30 degrés à la louche, et qui va me permettre de représenter la situation de manière cohérente. Si je cherche le vecteur delta V, variation de vitesse, je dois faire V2 moins V1. Comment est-ce que je fais V2 moins V1? Je prends mon vecteur V2, et puis je prends un vecteur moins V1. Les vecteurs pris ici ne sont pas identiques à ceux que j'ai pris précédemment, mais ce n'est pas très important. Ce vecteur moins V1, je peux le translater et le translater à l'origine de V2, et en composant V2 plus moins V1, bien, je vais trouver un vecteur qui va être presque, à cause du fait que je ne prends pas un delta t infiniment petit, orienté vers le centre. Et donc, un vecteur 1, un vecteur A2, un vecteur 1 en V1, point P1, un vecteur A2 pour le point P2, qui pointe approximativement, je répète ici à cause du fait que je n'ai pas pris un temps infiniment petit entre P1 et P2, mais qui pointe dans une bonne approximation vers le centre. On a fait en principe assez de construction là-dessus dans le passé. Et effectivement, j'ai un vecteur V1, et puis un vecteur V2, ben, il a bien fallu que j'ai un vecteur qui fasse tourner l'orientation de V2, et c'est bien un vecteur qui va être tourné, orienté vers le centre. On le devine un peu en regardant ce qui se passe ici, hein. On regarde la pointe de V1, et je dois ramener la pointe de V1 vers le début de V2, je dois faire en sorte qu'il s'incline, et donc il faut bien que je tire ce vecteur V1 vers le centre pour passer au vecteur V2. Ok. Alors, on parle d'accélération centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre, qui marche vers le centre. Un mot à retenir. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Ben, je connais le point d'application, c'est le point P. Je connais sa direction, parallèle au rayon. Je connais son sens, dirigé vers le centre. Qu'est-ce que je ne connais pas? Sa grandeur. Hein. Je n'ai pas de formule qui me permet de l'exprimer. Alors, cette expression, on peut la découvrir de différentes manières. On peut faire des expériences, on peut, comme j'ai encouragé mes élèves à le faire, mettre son GSM dans une centrifugeuse à salade et puis faire tourner Fifox, par exemple. Ici, on va le faire en manipulant des formules. Donc voilà. Alors pour ce faire, ben, je vais reprendre les équations du mouvement que j'ai étudiées jusqu'à présent dans des mouvements rectilignes et que je vais transférer sur des mouvements à deux dimensions dans le plan. Donc voilà, j'ai un vecteur position hein, qui pointe de l'origine de mon système, le centre de mon cercle, vers le point P qui est en mouvement. Ok. Alors comment est-ce que je pourrais décrire ce vecteur position? Bon ben, il y a toute une série de choses. Pour ce faire, il faut se mettre idéalement en coordonnées polaires. En coordonnées polaires, le point P, il est défini par le vecteur petit r et par l'angle θ. Regardez bien. Hein, et cet angle, ce vecteur r, qui définit la position du point P, est défini par cet angle θ, qui est en train de changer, hein, c'est en train de tourner, et par sa longueur. Mais par définition, comme je suis en MCU, cette longueur, elle est constante, c'est grand R. Donc ce que je dois déterminer, j'imagine que je connais le grand R, c'est l'angle θ et la manière dont il change. Alors je l'avais exprimé précédemment, cet angle θ, c'est oméga t. Donc regardons ce qui se passe. Je vais parler d'un vecteur, mais je viens de le traiter en coordonnées polaires, rien ne m'empêche de le traiter en coordonnées cartésiennes.
Et dans ce cas-là, je peux décomposer mon vecteur R en une composante en X et une composante en Y, qui sont perpendiculaires. Quelles sont les valeurs des longueurs des composantes en X et en Y? Eh bien voilà, je vous le dis. Rx, c'est R fois cos oméga t. Ry, c'est R fois sin oméga t. Bon, bah, c'est assez cohérent. Hein. Si je regarde mon point P, je peux décomposer la partie en X. C'est effectivement le rayon fois le cosinus de l'angle que le vecteur petit r fait avec l'axe des X. La composante en Y, c'est bien R fois sin θ, l'angle que le vecteur petit r fait avec l'axe des X. Ok, et comme je sais que ce θ c'est oméga t, eh bien j'ai bien Rx qui est égal à R cos oméga t et Ry qui est bien égal à grand R fois sin oméga t. Pas de gros soucis là-dessus. On vérifie un peu que nos raisonnements sont corrects. Comment est-ce que je peux vérifier ça? C'est par exemple voir si je retrouve le rayon R dans mes composantes, hein, si la longueur de mon vecteur R est bien égale à grand R. Facile, j'applique Pythagore, et donc la longueur de mon vecteur R, c'est la racine carrée de la somme du carré de ses composantes, des longueurs des composantes. Rx carré plus Ry carré, pris en racine. Je développe ce que valent ces petits r et petit rx et petit ry. Je lève au carré, je peux sortir le r carré de l'expression, et je me retrouve avec un r carré fois cos carré plus sin carré. Mais cos carré plus sin carré, on connaît, c'est la relation fondamentale, ça vaut 1. Et donc je me retrouve avec une racine carrée de r carré, et donc petit r est bien égal à grand R. Donc ça, première vérification, c'est correct. Petite remarque pour la suite. Je rappelle que oméga, c'est une vitesse angulaire, et que donc mon angle θ dépendant du temps, comme je suis en MCU, c'est oméga fois t, avec un oméga qui est constant. En réalité, je devrais rajouter ce qu'on appelle un terme de phase, le petit phi, là, θ est égal à oméga t plus phi. Pour la simplicité des choses, je vais dire que phi est égal à 0. Donc ce phi, c'est l'angle de départ. Si je mettais mon chronomètre en route quand je ne suis pas à un angle de 0 degré ou de 0 radian, mais un angle quelconque, je devrais rajouter ce phi. On ne va pas le faire, ça n'apporte rien d'intéressant au raisonnement. Je vais prendre un cas particulier pour voir si ce oméga t n'est pas complètement idiot. Hein, je vais prendre un cas où le temps, j'ai fait un tour complet. C'est après une période. Dans ce cas-là, Rx est égal à R cos oméga grand T, mais oméga c'est 2pi sur T, et donc je vois que mes T se simplifient. Hein, un T au dénominateur, un T qui est multiplié par un autre grand T, ça se simplifie, et donc c'est R cos 2pi. Et cos 2pi, ça vaut 1, donc tout va bien, Rx est égal à R. Même raisonnement pour la composante en Y, et j'ai une composante en Y qui vaut 0, donc ça correspond bien à ma situation de départ, où j'ai un vecteur qui pointe selon l'axe des X. Alors passons à la vitesse maintenant. La vitesse, on a vu que la vitesse instantanée, c'était la variation de position, le déplacement, divisé par le temps nécessaire pour accomplir ce déplacement, en prenant une durée très petite. Delta R sur delta T avec delta T tendant vers 0, c'était une limite. Et donc maintenant, en principe, vous devez commencer à savoir que cette limite, c'est une dérivée. C'est une dérivée, et donc voilà, je l'écris ici. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Je l'écris pas en termes de vecteur, je l'écris simplement en termes de nombre, de scalaire, mais je peux imaginer que ce vecteur, que ce V, ça correspond à un vecteur. Un vecteur vitesse que je peux aussi décomposer en des composantes en X et en Y. Et voilà, je l'affirme. Ces composantes en X et en Y, comment est-ce que je les trouve? La composante en X de la vitesse, ça va être la dérivée de la composante en X de la position, et de la même manière pour la partie en Y.
Donc je substitue mon expression de la position en x, je dérive, il y a une constante en r que je sors de la parenthèse, voilà. Il y a un cosinus oméga t, je sais que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, et puis j'ai encore quelque chose avec du temps, là c'est oméga t, que je dois dériver, ça me laisse un oméga, et donc la partie en x c'est r sin oméga t, le tout fois oméga. Bon, on va mettre tout ce qui est pas dans le sinus à gauche de l'expression, et donc ça devient moins oméga r sin oméga t. Je fais la même chose pour la composante en y, et je trouve oméga r cos oméga t. C'est un peu embêtant par rapport à la composante en x de la position qui a du cosinus, je me retrouve avec un nombre négatif et du sinus. Pas terrible ça. Bon, alors, on va en tout cas vérifier que c'est correct. Hein, même chose, j'utilise Pythagore, composante en x au carré plus composante en y au carré, la racine carrée, est-ce que ça me permet de retrouver ce que j'avais discuté précédemment? Ben oui, hein, j'effectue. Le moins va disparaître en étant élevé au carré, donc je peux le mettre en évidence. Je me retrouve avec un oméga carré r carré fois sin carré plus cos carré, toujours relation fondamentale, et donc la vitesse est bien égale à oméga r, c'est ce que j'avais trouvé précédemment, donc tout va bien. Alors regardons en termes d'angle ce que ça veut dire, ce moins sinus. Ben, ça veut dire qu'en fait, j'ai un angle que je peux appeler anticomplémentaire. C'est quelque chose qui n'est pas souvent étudié pendant les humanités, c'est une expression... enfin, on connaît les angles complémentaires, on connaît les angles supplémentaires et antisupplémentaires. Donc ça veut dire simplement que c'est un angle qui fait 90 degrés par rapport à l'angle de départ. Regardez bien, la composante en x, je peux la traiter comme si je suivais mon oméga t, mais en rajoutant un angle de pi demi, un quart de tour. Même chose pour la composante en y, je peux me dire que c'est comme si j'avais le sinus de oméga t plus pi demi. Regardons ce que ça veut dire en termes de schéma. Hein. La composante négative pointe bien vers le négatif. La composante en y, je décompose et j'ai un vecteur vitesse qui est comme ça, qui est décalé d'un quart de tour de 90 degrés de pi demi par rapport au vecteur position. Alors, je vais imaginer que j'ai un oméga qui vaut 1 pour comparer les deux figures. Voilà. Et à l'œil nu, ben, on voit bien que la vitesse et la position sont perpendiculaires. Donc à nouveau, mon raisonnement me fait... Ce qui est nouveau, c'est d'utiliser les dérivés et la décomposition vecteur, mais ça me permet de retrouver des résultats qu'on avait déduits précédemment. Regardons ce que ça donne. Hein. Donc j'ai un vecteur position et un vecteur vitesse qui sont bien perpendiculaires tout au long du mouvement. Tout va bien. Alors passons à l'accélération, hein, c'est le but du jeu. L'accélération, qu'est-ce qui va se passer? L'accélération, c'est delta v sur delta t, la variation de vitesse sur la durée nécessaire pour l'accomplir avec un delta t petit. On sait maintenant que c'est un passage à la limite, et que ce passage à la limite, c'est une dérivée par rapport à t. Donc l'accélération est la dérivée de la vitesse. Je regarde chacune des composantes de mon vecteur accélération. AX, ça va être la dérivée par rapport au temps de la composante en x de la vitesse, et AY va être la dérivée par rapport à la composante en y de la vitesse. Bon ben voilà, ma vitesse en x, j'avais une formule, moins oméga r sin oméga t, je sors le moins oméga r, je dois dériver le sinus, ça me donne cosinus, je dois dériver l'oméga t, ça me donne fois oméga, et donc je me retrouve avec moins oméga carré r fois cos oméga t. Ça, à part le signe moins, c'est pas mal parce que je me retrouve avec un cosinus oméga t comme pour la position. En faisant le même raisonnement avec l'accélération en y, je prends la vitesse en y, je la dérive, et je me retrouve avec un moins oméga r sin oméga t. Un peu court-circuiter les étapes de calcul ici. Ça veut dire que j'ai donc une composante en x qui est moins oméga r cos oméga t, et une composante en y qui est moins oméga r sin oméga t. Alors à part le moins oméga carré,
pardon, moins oméga carré R cos oméga t, moins oméga carré R sinus oméga t. Donc à part ce moins oméga carré, c'est comme la position. Hein, c'est le même vecteur que la position. La position, c'était R cos oméga t et R sin oméga t pour la composante en Y. Et donc ici, j'ai un moins qui a son importance et un oméga carré. Alors, pour la simplicité des schémas, je prends oméga qui vaut 1 et on va voir ce que ça donne. Donc j'avais un vecteur position qui pointait depuis l'origine vers le point P, et bien je vais avoir un vecteur accélération qui va pointer dans la même direction mais en sens opposé, vers le centre. Et donc je vais retrouver un vecteur centripète, ça c'est très bien, partant du point P. Alors qu'est-ce qu'on connaît? Donc je connais les composantes de mon vecteur accélération, je connais son point d'application, la direction, c'est bien parallèle à R, hein, c'est les mêmes composantes que le vecteur position, mais à cause du signe moins, je pointe vers le centre. Et maintenant ce qui est intéressant, c'est que je connais la grandeur de mon vecteur accélération, c'est oméga carré fois R. Donc dans le mouvement circulaire uniforme, MCU, comme R est constant, puisque c'est circulaire, et que c'est un mouvement régulier de rotation, le oméga est constant, et mon accélération en grandeur est constante. Regardons ce que ça donne. En vert, toujours le vecteur position, en bleu, toujours le vecteur vitesse, mais désormais j'ai un vecteur accélération qui pointe bien vers le centre, bien parallèle au rayon, au vecteur position, mais en sens opposé. Voilà, beaucoup de choses. Une relation importante, l'accélération c'est oméga carré R. Ça peut se déterminer expérimentalement. Il y a d'autres manières de déterminer, de vérifier cette relation par l'expérience. Par exemple, vous mettez votre smartphone dans une centrifugeuse à salade, vous le calez gentiment avec un essuie de bain. Vous avez lancé Fifox sur votre smartphone. Vous pouvez éventuellement aller regarder les résultats sur une tablette ou sur un PC connecté au même réseau. Et on peut vérifier cette relation grâce à Fifox. Nous, on l'a déterminé par calcul, en jouant sur les composants des vecteurs et sur les dérivés, ce qui était quand même au niveau d'humanité où on voit ça, qui est quand même un joli travail. Alors, je vous rappelle que la vitesse c'était oméga fois R, et donc en substituant dans l'expression, ça veut dire que la vitesse angulaire, ce oméga, c'est égal à la vitesse petit v sur R. Donc en substituant, je vais avoir v carré sur R carré fois R, et donc je peux aussi écrire que l'accélération, c'est v carré sur R. On utilise parfois cette expression, c'est parfois utile de l'utiliser telle qu'elle. Si on a la vitesse et on ne veut pas, on n'estime pas nécessaire de calculer la vitesse angulaire, ça peut être pratique de le faire. Mais moi je préfère cette expression oméga carré sur fois R, c'est ce qu'on vient de déterminer ici, même si je le redis, celle-ci a aussi son utilité. Donc, j'ai rappelé ce qu'on connaissait sur les vitesses en MCU. J'ai parlé beaucoup des accélérations, des vecteurs, du vecteur accélération en faisant le même raisonnement qu'on a fait pour les vitesses. Accélération, vecteur accélération comme vecteur variation de vitesse. Mais surtout, on est passé aux composantes et on a retrouvé les équations du mouvement qu'on avait pu découvrir avec les mouvements rectilignes et on les a étendues à des mouvements dans l'espace, ce qui m'a permis de déterminer une nouvelle formule, hein, oméga carré fois R, et puis surtout de vérifier les orientations dans l'espace. Donc tout ce qui a été fait précédemment est cohérent avec cette nouvelle manière d'approcher les choses qu'on utilisera encore dans d'autres contextes. Je peux vous le garantir. Voilà. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les boîtes mail, ça sert à quelque chose. Il ne faut vraiment pas hésiter. N'hésitez pas à repasser cette vidéo. Hein, c'est un sujet compliqué qui a été vu maintenant. Pas facile. Revoyez-le en utilisant mes notes. Hein, vous pouvez toujours télécharger mes notes
En cherchant mon nom et cours de physique sur le net, vous trouvez pratiquement directement un lien qui pointe vers un PDF à télécharger. Voilà, merci pour votre attention et à tout bientôt.